Je vous remercie d'avoir presque tenu les temps et de nous avoir montré comment l'espéranto a dépassé tous ses concurrents et reste aujourd'hui la seule langue internationale construite, devenue naturelle, qui dispose d'une culture propre. Mais cela s'est fait avec le temps. C'est pourquoi nous avons demandé à un historien, Jean-Claude Lescure, son analyse sur l'espéranto face à la mondialisation. Donc Jean-Claude Lescure est le régional de l'ESTAP, si je peux me permettre, professeur d'histoire contemporaine à l'université Cergy-Pontoise, en France. Il est spécialiste, entre autres, de pratiques linguistiques et mondialisation. Monsieur, vous avez la parole. Je vais commencer par vous présenter une image d'archive qui, pour les espérantistes, peut être un petit peu importante. C'est un petit film qui a été tourné en 1938 en Pologne. Ça dure quelques instants, quelques secondes. C'est tout ce qu'on a. C'est un petit film qui a été tourné en 1938, qui est conservé aujourd'hui à l'université Brandeis aux États-Unis, qui fait partie d'une série de 10 films sur la Pologne juive et qui était un appel aux dons pour subventionner comme cela la présence juive polonaise. Dans ces petits films, on a quelques images sur Białystok, la maison de naissance de Zamenhof, et sur Varsovie, qui sont des images émouvantes, puisque tout cela a disparu avec les destructions de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Alors, l'espéranto et la mondialisation, il est bien évidemment placé sous ce signe. Et cette communication va s'intéresser aux usagers de l'espéranto au début de la période, et de ce point de vue-là, nous serons raccord avec la communication de Sébastien Moret. En effet, quelles sont les motivations qui ont attiré vers l'espéranto à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, un certain nombre de locuteurs? Bon, là, on peut arrêter le film parce qu'il va passer sur la vie juive à Varsovie. Donc vous pourrez le retrouver sur le site de l'université de la Brandeis, sur lequel il est mis en ligne depuis maintenant 1 an et demi. Donc vous pouvez le retrouver là, ainsi que d'autres images sur cette Pologne de 1938. Alors, motivation des locuteurs, mais également, face à une large palette de soutien, l'espéranto a affaire, jusqu'à aujourd'hui, à un adversaire de taille, c'est l'État-nation. Cet État-nation qui, dans sa définition du XIXe siècle contemporaine de Zamenhof, lie son existence à la pratique d'une langue dominante et à une hostilité aux langues minoritaires. Et alors que cet espéranto séduit au début du siècle nombre de Français, les autorités politiques françaises vont devenir l'un des premiers adversaires de l'espéranto, et ce quasiment jusqu'à aujourd'hui. Et ils vont poursuivre, ces autorités politiques vont poursuivre à l'intérieur des institutions internationales, d'abord Société des Nations, puis ONU, puis Union européenne, une forme de vindicte à l'endroit de ce concurrent de la langue française, langue universelle dans les esprits de nos gouvernants. Alors cette aspiration à la langue universelle telle que pouvait la défendre Zamenhof, en fait de Zamenhof un homme parfaitement bien intégré dans la fin de son siècle. Il n'est pas exceptionnel, il correspond à un moment où il y a toute une série d'interrogations sur les langues artificielles. Première diapo. Et vous avez là des publications sur les communications internationales. On a plus d'une centaine dans la période avant 1914 de projets de langue internationale, et vous voyez que ça monte tranquillement à la fin du XIXe siècle, et on a véritablement un gonflement de l'intérêt autour de ce genre de choses. Alors quelles sont ces motivations? Eh bien, l'une des motivations, c'est bien évidemment chez Zamenhof la défiance, le fait de défier Babel, et la conviction
qu'il est une possibilité de revenir sur cette malédiction envoyée par Dieu aux hommes, le partage des langues. Et on retrouve chez un des prophètes mineurs, Sophonie, dans la Torah, une solution disant que les malheurs du peuple juif s'arrêteront le jour où la multiplication des langues cessera. Donc on a ce genre de choses qui est connu chez Zamenhof, qui est également connu chez un de ses contemporains dont Sébastien Moret a mentionné le nom, c'est Jean-Martin Schleyer, qui lance ce projet du Volapük avec une posture autour des années 1880, la nécessité d'avoir une langue internationale. On est dans les milieux allemands chrétiens catholiques qui sont victimes de quelques difficultés avec les autorités allemandes, et Schleyer va organiser là toute une série d'éléments dont vont profiter ensuite les espérantistes. En effet, c'est le premier à mettre sur pied d'abord une série de publications, des revues, à développer le système des congrès internationaux, 3 congrès entre 1884 et 1889, mais la langue est trop compliquée, elle ne sera pas simplifiée, et surtout, lors des congrès, la démonstration est faite qu'il n'est pas utilisable à l'oral à proprement parler. Zamenhof, lui, connaît bien évidemment le Volapük, non seulement par les articles, mais on sait qu'il a acquis une méthode de Volapük en 1884. Il a étudié la langue, il l'a critiquée en profondeur, et du coup, il a pu se situer véritablement autour de cela. Mais dans les motivations de Zamenhof, et c'est important pour la propagation de la langue, on a affaire à un homme dont la biographie, inscrite dans cette histoire russo-polonaise de la fin du XIXe siècle, est extrêmement importante. En effet, on a affaire à un jeune homme donc né à Białystok en 1859 et qui, dans cet ancien royaume de Pologne, se retrouve dans une ville cosmopolite et lui-même apprend plusieurs langues. Il est surtout contemporain des errements politiques russes des années 1880 et la montée d'un antisémitisme politique voulu par le tsar Alexandre III, qui voit dans l'antisémitisme un véritable moyen de gouvernement. Et Zamenhof est confronté, comme ses contemporains, à plus de 650 textes antisémites publiés par le gouvernement russe dans la période avant 1910. Ce qui entraîne une prise de conscience, qui est une prise de conscience nationale, juive, et dans ces années 1880, eh bien, il se retrouve à proximité de gens dont il va partager les idées, ce qu'on appelle le mouvement proto-sioniste, donc avant Théodore Herzl, avant la revendication d'un État en Palestine, l'État d'Israël. Dans ce proto-sionisme, bien évidemment, il s'interroge comme d'autres sur les possibilités d'une langue, et il est en même temps contemporain du rénovateur de l'hébreu, c'est Ben Yehuda. Donc il s'inscrit véritablement dans un milieu où il y a une aspiration à une langue internationale et à un milieu dans lequel il y a une interrogation sur l'avenir du judaïsme qui peut se développer. Alors, une fois le texte publié, on a affaire à une diffusion extrêmement rapide, d'abord dans le monde russe, et ensuite, deuxième élément, dans la France, et la France devient terre espérantiste. Et alors ça interroge quelles sont les motivations des Français des années 1895 pour se livrer justement à l'espéranto. On a toute une série d'éléments. D'abord, il y a ce qui relève des guerres franco-françaises, des concurrences franco-françaises. Quand l'Église catholique se met à s'intéresser à l'espéranto et à développer un certain nombre de textes en espéranto, la franc-maçonnerie française, elle aussi, en appelle à l'espéranto. Donc les guerres, vous voyez, de chapelle pratiquement, fonctionne de ce point de vue-là. Mais à côté de cela, dans cette France, à côté de cette spiritualité, dans cette France, il y a d'autres raisons. C'est d'abord la liberté française liée à cet aspect culturel d'une France terre des droits de l'homme. On est dans les années de l'affaire Dreyfus et il y a véritablement un retour aussi aux valeurs d'une mission universelle de la France, des valeurs de l'universalisme à la française, l'héritage de la Révolution de 1789. À côté de cela, il y a en 1901 en France un texte absolument fondamental, c'est la liberté d'association, qui n'existe nulle part ailleurs au même moment
dans les pays européens. On peut monter dès 1901 des associations pour n'importe quel objet, sans obligation de se justifier. Et dans ce cadre, vous allez avoir une multiplication des organisations espérantistes qui vont pouvoir se développer. Autre élément, eh bien, c'est un élément qui apparaît lorsqu'on fait l'étude de ces premiers locuteurs. Qui sont les premiers responsables des clubs, les premiers adhérents au tournant du siècle d'un point de vue sociologique? On a d'abord énormément de médiateurs du savoir, beaucoup d'enseignants qui sont dans les premiers groupes très largement professionnels et c'est vraiment des représentants de ces classes moyennes qui font la Troisième République, de ces gens qui n'ont pas accès aux langues étrangères vers 1900 et qui voient dans l'espéranto véritablement la possibilité, sans en avoir les moyens culturels, d'abord de voyager, de s'adresser aux autres, de surpasser la crise linguistique ou la difficulté d'apprendre une langue étrangère autrement. Et ça, c'est un des éléments importants car vous avez toute une classe moyenne qui va retrouver dans l'espéranto un moyen que ne lui offre pas encore l'école, qui n'insuffle pas d'enseignement étranger. Autre motivation qui se promène, c'est bien évidemment des éléments qui ont trait aux diplomaties, aux relations transnationales et avec la velléité, vous le voyez là sur une petite brochure de propagande, d'en venir, de monter à l'assaut de la tour de Babel qui est au fond du document. Il s'agit d'éviter là les concurrences des langues nationales, de déplacer les antagonismes internationaux qui peuvent exister et de penser en même temps quelque chose qui permettrait d'unifier, de gagner vers la paix internationale. Autre motivation, on la retrouve dans le mouvement ouvrier et là encore, vous voyez ces ouvriers en train de monter sur la tour de Babel avec l'espéranto et de s'en prendre au capitalisme. C'est la dimension révolutionnaire très forte de l'espéranto avant 1914. Pourtant, face à ces différentes tendances, quel est le moteur principal? C'est tout ce qui relève du commerce international. On est dans la phase de première mondialisation et vous avez dans ce commerce international une attente extrêmement importante. Alors Schleyer et le Volapük l'avaient déjà trouvé, et on avait un dictionnaire de Volapük japonais notamment pour faciliter les commerces internationaux, mais l'espéranto va bénéficier d'une attente qui n'est pas linguistique, qui n'est pas l'amour de l'autre, c'est simplement un intérêt. On est dans la phase de la première mondialisation, du développement d'un commerce extrêmement important, chose qui a disparu et qui est une des faiblesses du mouvement espérantiste aujourd'hui. Du même coup, vous aviez des cours de la formation continue dans des entreprises comme Manu France, à la Samaritaine, où on trouvait des taxis qui prenaient des cours d'espéranto pour pouvoir développer et transporter les touristes à l'intérieur de Paris. Alors face à cela, quelle est la position de l'État français et de l'État-nation? Dans un premier temps, on a un État-nation qui est indifférent à la question linguistique, parce que d'abord, ils n'ont pas de relais, ça ne les intéresse pas véritablement. Or, la France subit une défaite en 1903 qui est importante. C'est pour la première fois, le français n'est pas utilisé dans un arbitrage international. Mais c'est l'anglais qui est utilisé et ça va traumatiser le Quai d'Orsay et les diplomates français. Et du même coup, la méfiance naît. Elle est renforcée par la victoire du congrès de Boulogne-sur-Mer, où les espérantistes font sur le terrain la démonstration que l'espéranto, ça marche, ça fonctionne. À partir de là, eh bien, dans un premier temps, l'État français va un petit peu balancer et les espérantistes vont se faire des illusions. Première illusion, la Légion d'honneur qui est décernée à Zamenhof, qui est pensée dans l'histoire des espérantistes jusqu'à aujourd'hui comme étant une reconnaissance de l'espéranto. C'est pas le cas du tout. Zamenhof a la Légion d'honneur parce qu'il est co-organisateur du congrès de Boulogne, d'un congrès international. Il est dans la tradition en 1905 de remettre à tout co-organisateur d'un congrès international la Légion d'honneur. Et c'est la mairie de Paris qui va lui remettre, pas le ministre de l'Instruction publique, qui évite bien évidemment cela. Surtout, dès 1905, on a des textes qui commencent à sortir en disant que l'espéranto est un danger pour la langue française, langue de la diplomatie. Et Gaston Doumergue, en 1908,
ministre de l'Instruction publique, déclare « La diffusion de l'espéranto ne peut se faire qu'au détriment de notre langue, le français. Il convient de ne pas le patronner officiellement pour éviter l'établissement d'une langue auxiliaire internationale. » 1908. Cette posture, elle est toujours en vigueur jusqu'à aujourd'hui et surtout, c'est dans l'après-guerre où elle prend une place importante avec la construction de la SDN. La Société des Nations, dans un premier temps, réfléchit à l'utilisation de l'espéranto. Une enquête est diligentée pour voir l'état de l'enseignement de l'espéranto dans le monde. La France veut y couper court et c'est la fameuse circulaire Bérard qui interdit l'utilisation de l'espéranto dans l'école française. Elle est exactement concomitante de l'enquête de la SDN qui conclut en même temps à la difficulté de l'enseignement de l'espéranto. Et ce, d'autant plus que l'un des enquêteurs ou patrons de l'enquête, c'est le philosophe français Henri Bergson. Et Henri Bergson a reçu des consignes de la part du ministère des Affaires étrangères français, lui demandant de limiter au maximum les possibilités de reconnaissance de l'espéranto dans les institutions internationales. La posture de 1922, qui a conduit à l'éviction de l'espéranto, est reconduite lors de la création de l'ONU en 1945. Elle est reconduite en 1958, et ce sont les mêmes archives, les mêmes textes qui sont utilisés pour la création de l'Union européenne. Et aujourd'hui encore, quand les espérantistes s'adressent à Bruxelles pour que la posture et la reconnaissance de l'espéranto soit faite, ce sont les mêmes cartons qui ressortent. Donc depuis un siècle, vous avez un État français, au nom de la défense du français langue internationale, qui défend cela. C'est du même coup exceptionnel et remarquable qu'aujourd'hui, dans l'enceinte de l'UNESCO, organisation dépendante de l'ONU qui regroupe les États, vous soyez accueillis aujourd'hui pour pouvoir parler de l'espéranto. Ce n'est pas dans l'habitude des enceintes internationales, nous le savons bien, et il faut d'autant plus remercier la délégation polonaise d'avoir retrouvé là des liens avec l'histoire polonaise de Zamenhof à un moment où la Pologne n'existait pas encore quand l'espéranto a été invité. Merci beaucoup.